Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. La séance est ouverte. Comme tous les jours, on va revoir le meilleur de la semaine. Aujourd'hui, dans cet épisode, une audition qui était très attendue, celle de Martin Hajdari, président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. Il est venu accompagné d'une partie de son équipe opérationnelle et autant vous dire qu'il est attendu de pied ferme par la représentation nationale. Il est auditionné par la commission d'enquête qui planche sur la question de la neutralité du service public, question très sensible. Alors cette commission a été créée à la demande d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement national, dans la foulée de l'affaire dite Le Grand Cohen, les deux journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion début septembre d'une vidéo prise à leur insu, les montrant au restaurant avec ces deux responsables du PS. Ce 25 novembre, c'est donc le président de l'ARCOM qui va ouvrir le bal des auditions. On va tout de suite dans cette salle de la commission d'enquête. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de m'inviter à m'exprimer devant votre commission d'enquête dès ses premiers travaux. C'est un honneur. Je voudrais d'abord rappeler en quelques mots, si vous le permettez, que l'ARCOM est née en 2022 de la fusion de la Hadopi et du CSA, dont elle a conservé les missions respectives de lutte contre le piratage culturel et de régulation du paysage audiovisuel français, une mission qui inclut la planification et l'attribution de plusieurs dizaines de fréquences de télévision nationales et locales et des milliers de fréquences en FM ou en DAB+, sur tout le territoire hexagonal et ultramarin, et le suivi des engagements et obligations associés. À ces missions historiques, la loi a ajouté depuis 2022, c'est assez récent, le conventionnement et le suivi d'acteurs tels que Netflix, Disney+, ou autres Amazon, qui occupent une place de plus en plus importante dans notre paysage et représentent aujourd'hui un quart des obligations d'investissement dans l'audiovisuel et le cinéma. La lutte contre le piratage sportif qui a diminué de 35% depuis que cette compétence nous a été confiée. Le contrôle des obligations d'accessibilité des sites Internet publics aux personnes en situation de handicap. Nous en avons contrôlé 600 en 2024 et ce sera 2200 en 2025. Et bien sûr, la régulation des acteurs du numérique en tant que coordinateur national du règlement sur les services numériques, mais aussi à travers des missions spécifiques que vous connaissez, puisque vous nous les avez confiées, telles que le blocage des médias russes sous sanctions européennes ou la vérification d'âge pour l'accès aux sites pornographiques que nous avons mis en œuvre. Si je me concentre maintenant sur les préoccupations de votre commission, je voudrais d'abord souligner, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, que la loi du 30 septembre 1986 donne pour mission première à l'ARCOM de garantir la liberté de communication. La liberté est première et ensuite, nous devons la concilier avec d'autres objectifs que vous avez fixés, la protection des publics, en particulier des mineurs, des personnes en situation de handicap, de la dignité humaine, de la vie privée, du droit d'auteur et de la qualité du débat d'idées à travers l'indépendance, l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Ces missions conduisent l'ARCOM à s'assurer du respect de plusieurs règles, dont la plupart sont applicables de manière identique aux éditeurs de télévision et de radio publics et privés, et certaines sont spécifiques au service public parce qu'il est un bien commun, financé par tous, appartenant à tous, vous l'avez évoqué. En ce qui concerne tout d'abord les règles éditoriales communes aux chaînes et stations privées et publiques, on peut les répartir en deux grandes catégories. Il y a d'abord les règles en matière de rigueur et d'honnêteté de l'information ainsi que de protection des individus ou des groupes humains, notamment contre l'incitation à la haine ou à la discrimination. Et à ce titre, nous sommes très fréquemment saisis par des citoyens, des associations, des parlementaires, sur des séquences diffusées sur les différentes antennes, privées et publiques. Ce sont des dizaines de milliers de séquences par an qui nous sont soumises, qui font l'objet d'une instruction par les services de l'ARCOM, de manière contradictoire avec les chaînes, et qui peuvent donner lieu ensuite à l'envoi de lettres d'observation, de mise en garde, de mise en demeure, éventuellement une saisine des comités d'éthique de ces chaînes, ou, en cas de manquements graves et répétés, au prononcé d'une sanction, y compris pécuniaire. Entre 2023 et 2025, le collège de l'ARCOM, sur 3 ans donc, a examiné 646 dossiers, puisque plusieurs centaines de séquences de saisines peuvent concerner un même dossier. Donc nous avons examiné 646 dossiers concernant 31 éditeurs privés.
et 202 dossiers concernant une quinzaine de chaînes et stations publiques. Le pourcentage d'intervention sous la forme de courrier, d'appel à la vigilance ou de rappel à l'ordre s'élève à 19% pour les chaînes privées et 18% pour les chaînes publiques. C'est donc en moyenne assez proche. Le taux d'intervention formelle, sous forme de mise en garde, mise en demeure ou sanction, est lui de 6% pour les chaînes privées et de 3% pour les chaînes publiques, ce qui peut vous donner une idée de la fréquence et du type d'intervention que nous décidons collégialement. Je précise, l'ARCOM est un collège, toutes ces décisions sont prises par ses 9 membres. La proportion en apparence modeste d'intervention formelle, 6% pour les chaînes privées, 3% pour les chaînes publiques, traduit ainsi le primat qui est donné par la loi de 1986 à la liberté de communication et d'expression et à un parti pris assumé de pédagogie plus que de sanction. La deuxième catégorie de règles communes aux éditeurs privés et publics porte sur le pluralisme. L'ARCOM examine à ce titre chaque trimestre les temps de parole des personnalités politiques sur les différentes antennes et demande des corrections aux différentes chaînes et stations lorsque la représentativité de chaque parti n'est pas respectée. Ce contrôle, qui s'est très longtemps limité aux seules personnalités politiques, a été étendu par le Conseil d'État, par une décision du 13 février 2024, à l'ensemble des opinions exprimées, non seulement par les personnalités politiques, mais aussi par l'ensemble des intervenants, chroniqueurs ou invités. Et pour se conformer à cette décision du Conseil d'État, l'ARCOM a adopté, en juillet 2024, une délibération qui précise les modalités de ce nouveau contrôle, lequel vise à vérifier l'absence de déséquilibre durable et manifeste dans l'expression des courants de pensée et d'opinion. Un déséquilibre durable et manifeste apprécié selon 3 critères: la diversité des invités, la variété des thèmes et la pluralité des points de vue, le tout mesuré sur une période de 3 mois pour les chaînes généralistes et d'1 mois pour les chaînes d'information. C'est un domaine, celui du pluralisme large, qui est très récent, assez épineux et pour lequel nos modalités de contrôle vont s'affiner au gré des saisines, avec la même exigence à l'égard de tous, éditeurs privés comme publics. À côté de ces règles communes aux uns et aux autres, publics et privés, le législateur a confié à l'ARCOM des missions spécifiques au service public. D'abord, celle de nommer les présidents ou présidentes de France Télévisions, de Radio France et de France Média Monde. Deuxième mission spécifique, le suivi de l'exécution des cahiers des charges de ces sociétés dans le cadre d'un rapport annuel de l'ARCOM au Parlement, un rapport auquel s'ajoute la publication d'un bilan quadriennal dans l'année précédant la fin de chaque mandat de président. Troisième et dernière mission, sur laquelle je reviendrai dans un instant, la garantie de l'indépendance et de l'impartialité du service public de l'audiovisuel, mentionnée à l'article 3.1 de la loi de 86. L'ARCOM exerce ainsi, dans le cadre de ses missions, un contrôle régulier sur le service public de l'audiovisuel, ce qui fait d'elle un observateur qualifié de son rôle, même si elle n'est bien sûr pas la seule, puisque notre action s'inscrit dans un cadre où le Parlement détermine les missions, le périmètre et les ressources des sociétés. Le gouvernement décline ses missions dans un cahier des charges et exerce le rôle de tutelle, ça c'est plutôt le ministère de la Culture, et celui d'actionnaire à travers l'Agence des participations. Et bien sûr, la Cour des comptes est responsable du contrôle du bon usage des deniers publics, elle le fait régulièrement. De ce rôle d'observateur du service public, je suis pour ma part convaincu du rôle central qu'il doit jouer, que ce soit pour garantir le pluralisme aux côtés des groupes privés, les conditions du débat démocratique et la confrontation des idées, ainsi que de la mise en place, de la mise à la disposition du public de programmes d'intérêt général que les chaînes privées ne peuvent financer par la seule publicité. Il y va aussi de la cohésion sociale. Je pense en particulier à la présence sur tous les territoires régionaux et ultramarins, qui représentent tout de même près de la moitié des effectifs de France Télévisions, comme à de nombreuses émissions culturelles, scientifiques ou à des compétitions sportives qui ne seraient pas accessibles gratuitement à tout le public sans l'audiovisuel public. C'est notamment le cas du Tour de France, qui n'a pas de modèle économique en gratuit. Et bien sûr aussi, je pense à notre capacité de projection en dehors de nos frontières, comme, ça c'est France Média Monde, comme à la conservation et à la diffusion de nos archives audiovisuelles. C'est le rôle de l'INA.
Cette place centrale du service public audiovisuel dans le débat d'idées, dans le débat démocratique, dans la vie collective, se concrétise de plusieurs façons. Par des succès d'audience, France TV et Radio France sont toutes deux en tête de leurs univers de diffusion respectifs, et c'est vrai aussi de leurs offres numériques. Par la place du service public dans la production et la diffusion d'informations internationales, nationales et locales. France Télévisions et Radio France représentent environ la moitié du volume total d'informations locales et nationales diffusées. Par les investissements dans la création audiovisuelle et cinématographique qui représentent 550 millions d'euros en 2024, en incluant Arte, soit un tiers du total des investissements dans ces industries essentielles pour notre souveraineté, d'autant plus que les chaînes publiques investissent beaucoup plus massivement et prioritairement dans les œuvres d'expression originale française ou dans les œuvres européennes. Enfin, par son rôle moteur et pionnier en matière d'accessibilité, de représentation de la diversité, de respect de la parité femmes-hommes sur les antennes du service public. Tout ceci fait que les téléspectateurs et auditeurs sont très attachés au service public de l'audiovisuel, mais ils sont également légitimement exigeants à son égard. Appartenant à tous et financé par tous, le service public doit s'adresser à tous et jouer un rôle fédérateur encore plus important dans une société qui se polarise et qui se fragmente. Or, ce même service public est confronté aujourd'hui, comme d'autres services publics en France et comme d'autres services publics audiovisuels à l'étranger, à une remise en cause sur deux terrains. Le premier, c'est celui de sa situation financière et de son coût pour la collectivité. Et c'est vrai que les moyens consacrés au service public en France sont significatifs. 3,9 milliards d'euros pour France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Arte, l'INA et TV5 Monde, particulièrement dans ces temps de contraintes budgétaires où tout le monde est appelé à faire des efforts. Ces montants restent inférieurs à ceux observés en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ils ont diminué en euros constants au cours des 10 dernières années, de l'ordre de 15 à 20%, alors que les dépenses publiques globalement progressent plus que l'inflation. Néanmoins, la situation financière fragile de France Télévisions est un motif de préoccupation que l'ARCOM avait pointé en janvier dans son bilan quadriennal et qui résulte pour une très large part de l'abandon de la plateforme Salto à la suite du retrait de TF1 et d'une inflexion assez brusque de la trajectoire financière fin 2024, compte tenu de la situation des finances publiques. Cette situation financière m'inspire deux observations. La première est qu'elle rend encore plus nécessaire la mise en œuvre des pistes d'amélioration avancées par la Cour des comptes, que ce soit l'adaptation de la convention collective à un contexte nouveau marqué par le tout numérique, ou l'approfondissement de la convergence entre les sociétés de l'audiovisuel public. Deuxième réflexion, c'est que la situation financière de France Télévisions, combinée à celle des finances publiques, appelle sans doute une mise en cohérence entre les moyens que la collectivité affecte au service public et les moyens qu'elle peut lui confier ou qu'elle veut lui confier. Cela peut être légitimement pour les pouvoirs publics, pour le Parlement, le prétexte, l'occasion d'une réflexion sur le périmètre de l'offre audiovisuelle publique dans un environnement qui n'est plus celui d'il y a 20 ans ou 40 ans, mais ce qu'il me semble important pour le respect des acteurs, des salariés de cet audiovisuel public, c'est d'assurer la cohérence entre les moyens et les missions et la visibilité pluriannuelle pour que les évolutions nécessaires puissent être conduites de manière sereine et professionnelle. Second motif, justifié ou non, selon les opinions de contestation de l'audiovisuel public, son impartialité, une impartialité dont la loi de 86 confie à l'ARCOM la garantie au même titre que l'indépendance. Et c'est vrai que pendant 40 ans, à la suite de l'éclatement de l'ORTF, l'attention s'est concentrée sur l'indépendance de ce service public vis-à-vis des gouvernements notamment, et qu'elle se porte beaucoup plus désormais sur la question de l'impartialité qui, elle, n'est définie par aucun texte, comme le mentionnait le rapport des États généraux de l'information publié il y a un an. Une notion d'impartialité qu'il apparaît donc nécessaire d'approfondir pour mesurer quelle exigence supplémentaire elle apporte, elle implique, par rapport aux notions telles que le pluralisme ou l'honnêteté de l'information, qui s'appliquent à toutes les chaînes, ou par rapport à la neutralité qui est un principe applicable de manière générale à tous les services publics, mais qui, dans le domaine spécifique des médias,
doit se concilier avec la liberté éditoriale, le droit à la critique, voire à la parodie, et plus généralement le droit, je dirais même le devoir à la confrontation d'idées. Donc comment on concilie la neutralité et la confrontation d'idées qui, par définition, ne sont pas toutes au même niveau. C'est une des questions complexes auxquelles nous sommes confrontés. Cela suscite des interrogations, des incompréhensions, des frustrations dont la vigueur de la polémique à laquelle nous avons tous assisté en septembre a montré qu'elle était très présente. C'est au cœur de la réflexion que nous avons annoncée dès le mois de septembre et qui vise à objectiver et à préciser cette notion d'impartialité, à mesurer la perception et les attentes du public concernant le service public, et enfin à évaluer les outils qui existent d'ores et déjà au sein des sociétés audiovisuelles publiques pour, le cas échéant, les compléter en s'inspirant des meilleures expériences observées à l'étranger. C'est l'objet de la mission que nous venons de confier à M. Bruno Lasserre, vice-président honoraire du Conseil d'État, ancien président de l'Autorité de la concurrence, qui donnera lieu à la remise au printemps 2006, dans un temps qui est cohérent avec celui d'ailleurs de votre commission d'enquête, d'un rapport public présentant toute recommandation utile à ce sujet. Je vous remercie de votre attention pour ce propos liminaire et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Peut-être un point de méthode. Il y a de nombreux collègues, et je les remercie, qui sont présents aujourd'hui et qui souhaiteront vous poser des questions. Le rapporteur en a de nombreuses également. Je vous propose de répondre de manière assez concise aux questions du rapporteur et de procéder un pour un, une question, une réponse. J'ai juste simplement moi une question très précise qui appelle une réponse concise. Quand l'ARCOM a-t-elle été informée de la décision de France Télévisions et de Radio France d'assigner CNews, Europe 1 et le JDD pour dénigrement devant le tribunal de commerce? L'avez-vous appris dans la presse ou en avez été-vous informé par les dirigeants de l'audiovisuel public? J'en ai été informé. Micro. Pardon. J'en ai été informé quelques jours, une semaine peut-être, avant que cette information soit rendue publique par la presse. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale Adjointe, merci de votre présence, merci pour le temps que vous nous accordez. Comme le Président l'a rappelé, j'ai un certain nombre de questions que je souhaiterais vous poser. Je vais m'efforcer de les faire les plus courtes possibles. Charge à vous, je l'espère, pour laisser la parole à un maximum de députés, de les rendre les plus courtes possibles aussi. Monsieur le Président, la première question vous est adressée. En quelques mots, vous avez présenté l'ARCOM, mais est-ce que vous pourriez vous présenter vous-même et nous expliquer pourquoi, selon vous, le Président de la République vous a choisi pour ce rôle de président de l'ARCOM? Merci, Monsieur le rapporteur. Je pense qu'il faudrait lui poser la question s'il pouvait répondre à votre commission d'enquête, mais au-delà de cette réponse de principe, je pense que j'ai un parcours au sein de sociétés audiovisuelles publiques il y a maintenant un certain temps à Radio France et à France Télévisions, à la Direction générale des médias et industries culturelles, qui fait de moi un assez bon connaisseur de ce secteur, pas uniquement du secteur public, mais aussi de l'ensemble du cadre concernant le secteur privé. J'ai également une expérience pendant une dizaine d'années au ministère des Finances auparavant, qui me donne aussi, je pense, une bonne compréhension des mécanismes économiques à l'œuvre. Et puis, plus récemment, à l'Opéra de Paris, une connaissance de la production culturelle qui n'est pas inutile quand on veut s'occuper d'audiovisuel. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ce parcours qui a pu justifier un choix, encore une fois, qui ne m'appartient pas. Merci pour votre réponse. Vous avez simplement omis de rappeler que vous avez eu des expériences en cabinet ministériel. Est-ce que vous pourriez nous les indiquer, et notamment nous indiquer les ministres pour lesquels vous avez travaillé, s'il vous plaît? Alors, j'ai travaillé 2 ans entre 2000 et 2002 au cabinet de Laurent Fabius et de Florence Parly, ministre des Finances et secrétaire d'État au budget. Et en 2014, j'ai collaboré 6 mois en tant que directeur de cabinet, successivement d'Aurélie Filippetti, puis de Fleur Pellerin. C'était il y a donc 11 ans. Question que peut-être beaucoup de Français peuvent se poser à la lecture de votre réponse, mais avec un parcours quand même teinté de politique, d'expérience politique, quelles sont les garanties que vous pouvez apporter
pour être à la tête d'une autorité publique indépendante qui est censée être garante de ces objectifs, notamment de neutralité, d'indépendance et d'honnêteté que vous avez rappelés? Je n'ai aucune activité politique depuis 11 ans. Et à supposer que diriger un cabinet soit une activité pleinement politique, cela peut dépendre, mais je n'ai participé à aucune campagne ni eu aucune activité partisane depuis 11 ans. Je pense que c'est un délai qui est très largement suffisant pour m'exonérer de tout soupçon de partialité, en l'occurrence. Monsieur le directeur général, je vais vous poser la même question sur la présentation de votre parcours. Vous aussi, vous avez été membre des cabinets de 3 ministres. Tous les 3 étaient, je crois, socialistes, Frédéric Mitterrand, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay. Avec ce parcours, est-ce que vous pourriez nous donner un peu les garanties de ces exigences d'impartialité, de neutralité, d'honnêteté sur l'institution que vous dirigez? Monsieur le rapporteur, pardon, je veux juste préciser à ce stade du débat qu'en vertu de l'article 13 de notre règlement, le président de l'ARCOM, les commissions d'affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont prononcés sur la nomination du président de l'ARCOM et que donc l'Assemblée nationale et le Sénat ont jugé qu'il y avait un respect total des règles déontologiques et que vous étiez en mesure d'occuper les fonctions qui sont les vôtres. Je veux vous le préciser, monsieur le rapporteur, parce que la commission des affaires culturelles de l'Assemblée et du Sénat se sont prononcées sur la nomination de monsieur le président. Monsieur le Président, merci de le rappeler, mais je pense qu'il est bon aussi, au-delà de connaître les missions respectives de l'ARCOM, de connaître aussi les profils des personnes qui dirigent l'ARCOM, qui ont cette responsabilité de garantie de ces objectifs à valeur quasi constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de nous détailler un peu vos profils et vos expériences, notamment politiques. J'ai commencé ma carrière en 2006 au Conseil d'État, où j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai ensuite rejoint le cabinet de Frédéric Mitterrand comme conseiller pour les affaires juridiques, le livre, les industries culturelles, sous le quinquennat du président Sarkozy. J'ai ensuite travaillé pendant 3 ans et demi à la Réunion des musées nationaux au Grand Palais, donc un grand opérateur du champ muséal et culturel, dont le président à l'époque était Jean-Paul Cluzel. Et j'ai ensuite été nommé chef du service des affaires juridiques et culturelles au ministère de la Culture. Donc c'est la direction des affaires juridiques européennes et internationales du ministère de la Culture, où je suis resté presque 6 ans. Ce n'est pas une fonction directement politique, hein. On n'est pas au cabinet quand on est chef de service des affaires juridiques et internationales au sein d'un ministère. J'y suis resté presque 6 ans et j'ai connu dans ces fonctions Madame Fleur Pellerin comme ministre, puis Madame Audrey Azoulay, puis Monsieur Franck Riester, Madame Françoise Nyssen et Madame Roselyne Bachelot, à la suite de quoi je suis retourné au Conseil d'État pour presque 3 ans pour exercer des fonctions essentiellement juridictionnelles. Et c'est, je crois, compte tenu de ce mix de parcours à la fois culture, bonne connaissance des industries culturelles, bonne connaissance du droit d'auteur et des questions de régulation du numérique plus largement, puisque c'était des sujets que j'abordais de très près lorsque j'étais dans les fonctions de chef de service au ministère de la Culture. C'était l'époque de la négociation de la directive droit d'auteur notamment. Donc c'est en vertu, je crois, de ce mix d'un profil juridique et d'une bonne connaissance des sujets culturels que Roch-Olivier Mestre a fait appel à moi en juillet 2024 pour occuper ces fonctions. Merci, Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Président, dans une décision récente du 25 juillet 2025, vous avez nommé à l'ARCOM Monsieur Foued Beraou. Est-ce que vous saviez qu'un an auparavant, le 18 septembre 2024, il appelait publiquement à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré dans l'archipel des Glénans? Le rapporteur a le droit de poser des questions. À ce stade du débat, je veux dire quelques mots. Le rapporteur a une liberté totale, c'est prévu par notre règlement, de poser les questions qu'il souhaite. Maintenant, je lui indique devant chacun d'entre vous, devant les journalistes qui nous regardent et les Français qui nous regardent, que je pense que l'objet et le périmètre de cette commission d'enquête est de traiter de la question de l'impartialité, du budget, du fonctionnement de l'audiovisuel public. Donc, je l'invite à venir sur ce sujet,
de ne pas mettre en cause, j'allais dire, et je ne vous prête pas ces propos, mais de ne pas laisser penser que nous mettrions en cause l'indépendance, l'honnêteté et le respect des règles déontologiques par les personnes que nous auditionnons. Monsieur Alban de Nervaux est un fonctionnaire. En cela, il respecte la loi qui encadre les fonctionnaires dans notre pays, qui est la loi du 13 juillet 1983, le Code de la fonction publique. Et je pense que, monsieur le rapporteur, nous pouvons aller, en vous laissant la liberté de parole qui est la vôtre, sans vouloir la censurer, aller aux questions au-delà des enjeux personnels des personnes que nous auditionnons cet après-midi. Monsieur le Président, j'en conviens totalement, mais dans la proposition de résolution de cette commission d'enquête, il est indiqué que nous nous attacherons à vérifier les modes de nomination et vérifier d'éventuels conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions des personnes que nous auditionnons. Les questions que je vous pose, vous l'avez compris, sur ce premier thème, concernent les éventuels conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle je vous demande quelques explications sur cette décision prise il y a quelques mois. Permettez-moi d'abord de rappeler que les décisions prises par l'ARCOM sont des décisions collégiales, donc prises par un collège de 9 personnes, dont 6 membres sont désignés par les présidents des assemblées de l'Assemblée nationale et du Sénat, 2 membres nommés par respectivement le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation, et le 9e membre, le président du collège, mais qui n'est qu'un membre parmi 9, moi-même, par le président de la République, après bien sûr que les procédures prévues par l'article 13 s'appliquent, donc que l'avis des commissions parlementaires compétentes soit recueilli. Sur la nomination à laquelle vous faites état, je propose de préciser éventuellement les détails de la réponse. Je sais que j'ai lu, après la désignation de ce membre de l'ARCOM local de Paris, qui est le comité qui localement se penche, un comité collégial également, sur l'attribution de fréquences. J'ai lu qu'il y avait des contestations que j'ai vues sur un réseau social. Je n'en ai pas eu plus connaissance. Je vais regarder cette histoire. Voilà, ça n'a pas été porté de notre connaissance plus qu'à travers, une observation identifiée sur un réseau social. Et donc vous nous dites que vous pencherez sur le sujet et commettrez peut-être une décision dans les semaines. La décision de nomination a été prise. Je vous dis que je préciserai ma réponse parce que je ne connais pas dans le détail ce dossier postérieurement, si vous le voulez bien, dans le cadre des réponses écrites que je vous apporterai. Merci, Monsieur le Président. Peut-être dernière question sur ce premier thème. Vous l'avez rappelé, mais comme les ministres et les parlementaires, vous êtes soumis aux obligations de la HATVP, Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, qui impose aux responsables publics de déclarer leurs intérêts et situations patrimoniales, notamment pour prévenir, pour détecter tout risque de conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs fonctions. On se souvient en 2018 de la présidente de France Médias Monde, Madame Saragosse, qui avait été contrainte de quitter ses fonctions pour un simple retard. Est-ce que vous considérez cette décision comme justifiée ? J'ai vraiment pas de compétences pour me prononcer sur une décision qui était la conséquence mécanique d'une absence de déclaration telle que je l'ai observée à l'époque, mais je n'ai pas d'observation particulière à formuler. Et toute dernière question sur le sujet des conflits d'intérêts. Est-ce que Monsieur le Président ou Monsieur le Directeur Général, vous auriez omis de déclarer d'éventuels conflits d'intérêts à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique ? Non, pas à ma connaissance. Et Monsieur le Directeur Général, pardon ? Je ne pense pas non plus. Merci de vos réponses. Peut-être le deuxième thème qui va nous intéresser, le thème de la neutralité. J'ai une première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la grille des sanctions applicables par l'ARCOM, s'il vous plaît ? Alors, je vais laisser ensuite le directeur général le compléter. Dans mon souvenir, qui n'est peut-être pas assez précis, n'ayant pas exercé ce pouvoir de sanction de manière répétée depuis les quelques mois que j'exerce la présidence de l'ARCOM, les sanctions peuvent aller jusqu'à, pour la partie pécuniaire, jusqu'à un montant atteignant 3% du chiffre d'affaires de l'éditeur concerné, susceptible d'être porté à 5% du chiffre d'affaires
en cas de réitération des manquements occasionnant la sanction, mais la sanction peut aussi prendre la forme d'autres modalités, comme la publication d'un communiqué, par exemple, ou la diffusion d'un communiqué à l'antenne. Et ces dernières années, sous le contrôle aussi de Pauline, l'ARCOM privilégie les sanctions pécuniaires. Merci. Vous avez rappelé d'ailleurs dans votre propos liminaire qu'il y avait eu 2 fois plus d'interventions formelles sur les chaînes privées que sur les chaînes publiques. J'ai fait un peu le compte. En 12 ans, l'ARCOM a prononcé une dizaine de sanctions pécuniaires, notamment contre C8 et CNews, pour un montant total de 8 millions d'euros. La dernière sanction pécuniaire, qui a été infligée à un média du service public, remonte, elle, à 15 ans. Il s'agit d'une décision en 2010 pour une amende de 100 000 euros. Est-ce que vous pensez que depuis 15 ans, l'audiovisuel public est suffisamment irréprochable pour qu'il n'y ait jamais eu la moindre sanction pécuniaire ? Je n'ai pas vocation à me prononcer sur les décisions qui ont été prises au cours des dernières années. Il n'y a pas évidemment de proportionnalité à assurer entre tout éditeur n'a pas vocation à avoir la même proportion de sanctions, se prononce au cas par cas lorsqu'une saisine intervient, et je ne peux pas vous apporter de réponse plus précise. Alors, on a eu le 2 novembre 2022. Je ne vais pas vous faire une longue liste parce que ça obérerait sur le temps dont nous disposons. Mais le 2 novembre 2022, un chroniqueur de France Inter expliquait, je le cite, il incitait, je le cite, ce sont ses mots, à baiser les femmes des chasseurs. Il proposait également de se charger lui-même de la femme du président de la Fédération nationale des chasseurs, M. Schren. L'ARCOM a réagi, vous n'étiez pas président à l'époque, mais de la manière la plus faible possible. C'était le premier échelon de sanctions avec une simple lettre de rappel à la loi, en demandant notamment sur un sujet grave de ne pas banaliser les violences faites aux femmes. 3 semaines plus tôt, le 5 novembre 2022, Cyril Hanouna appelait dans son émission « Touche pas à mon poste », la maire de Paris, elle a encore, je le cite, fermé sa gueule et a, je le cite encore, chassé les rats la nuit au lieu de dire des conneries. L'ARCOM, lui, elle a réagi avec la plus lourde sanction possible à quelques jours d'intervalle, avec une amende de 300 000 euros. Comment justifiez-vous une telle différence de sanction entre les 2 faits commis à quelques jours d'intervalle ? Je suis désolé, mais je peux difficilement me prononcer sur des sanctions qui ont été, des décisions qui ont été prises par le collège antérieurement à ma prise de fonction. Ce que je sais, c'est que dans le cas de l'humour, et c'est une question qui est évidemment sensible, c'est qu'il y a en principe, la jurisprudence prévoit une tolérance particulière pour l'humour et la parodie qui peut donner lieu à des incompréhensions croissantes dans un climat qui, on le sait, est plus polarisé, plus tendu. Donc l'humour, en général, donne droit à une tolérance beaucoup plus importante de par la jurisprudence de ceux qui sont chargés de se prononcer dessus. Mais ça, c'est un principe général que je peux vous rappeler. La comparaison des 2 dossiers auxquels je n'ai pas participé moi-même, je ne peux pas vous en dire plus. Pour reprendre votre réponse, vous considérez qu'il est drôle ou que c'est de l'humour d'appeler sur une chaîne de l'audiovisuel public à baiser les femmes des chasseurs, entre guillemets ? Nous, on se prononce sur les dossiers sur lesquels on est saisi. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a en général, et c'est une jurisprudence assez constante, une tolérance qui est plus forte, et qu'en même temps, cette tolérance, elle n'est pas absolue, comme l'a montré l'intervention à l'époque, comme l'a montré, je crois, en 2024, une intervention plus récente à laquelle je n'ai pas non plus participé, suite à un propos d'un autre humoriste qui a conduit à une mise en garde. Si on s'éloigne du thème prétendu de l'humour sur ce sujet de la neutralité, je voudrais revenir peut-être sur le traitement de certaines chaînes de l'audiovisuel public sur le conflit dans la bande de Gaza. Il y a eu un certain nombre d'écarts et d'entraves, notamment le 16 février 2025, l'émission En Société sur France 5 a affiché en bandeau de son débat « Le Hamas est-il vraiment une organisation dangereuse ?» On a France Inter qui a relayé les chiffres du Hamas sans les sourcer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pourquoi l'ARCOM ne s'est pas emparé de l'ensemble de ces sujets et de ces entorses ? Merci, monsieur le rapporteur. En règle générale, c'est une pratique constante. Antérieure à ma prise de fonction, l'ARCOM se prononce sur saisine.
Nous avons eu beaucoup de saisines sur le traitement du conflit entre Israël et le Hamas et Gaza. Sur cette situation, la question de la mention des notamment du nombre de victimes a fait l'objet de différents échanges, mais donc je crois qu'il y a eu des indications avant ma prise de fonction adressées y compris au service public, mais je crois que sur ce terrain, nous avons très peu de saisines. Compte tenu de la sensibilité de ce sujet, nous avons peu de saisines. Sur l'autre cas que vous avez évoqué de l'émission de France 5, je n'ai pas le souvenir d'en avoir été saisi. Il est vraisemblablement antérieur à ma prise de fonction. Je ne sais pas si Alban ou Pauline, vous avez en mémoire ce dossier, mais nous regarderons pour pouvoir vous répondre par écrit par la suite, évidemment. Merci à vous. Sur le nombre de saisines, je voudrais revenir sur l'un des derniers faits qui a fait l'actualité et qui a fait vivement polémique. J'aurais aimé connaître le nombre de saisines des téléspectateurs sur la dite affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand il y a quelques semaines. Ils ont été pris en flagrant délit lors d'un café avec des cadres du Parti socialiste pour, je cite Thomas Legrand, expliquer, affirmer qu'il allait faire ce qu'il fallait pour Dati avec Patrick Cohen dans le cadre des prochaines élections municipales. Je m'exprime avec d'autant plus d'objectivité que Rachida Dati n'est pas membre de mon parti politique. Est-ce que vous pourrez nous transmettre le nombre de saisines qui ont été effectuées et comment comptez-vous réagir, puisqu'on a l'impression que les sanctions tardent à parvenir concernant ce cas qui a ému beaucoup de Français? Monsieur, précisez juste la question. Puisque France Inter a pris des mesures, elle a suspendu Thomas Legrand à titre conservatoire et je voulais savoir si vous considériez que les décisions qui avaient été prises étaient adaptées. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Écoutez, oui, on a reçu en tout cas de nombreuses saisines de la part de sénateurs, d'autres parlementaires, mais surtout d'un grand nombre de sénateurs qui nous ont écrit collectivement, un peu moins d'ailleurs s'agissant des citoyens qui nous saisissent librement, sans doute parce que cette séquence ne s'est pas déroulée sur les antennes du service public et donc de ce point de vue, elle n'entrait pas directement dans le champ de notre compétence. Nous avons par ailleurs auditionné les présidentes de France Télévisions et de Radio France. On a aussi pris connaissance des avis formulés par les comités d'éthique et comités pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent de France Télévisions et Radio France. Ce qui nous a semblé au collège, c'est que les seuls propos qui avaient jeté un trouble, ceux que vous avez cités, ont donné lieu effectivement à une décision de suspension de l'antenne qui a été très rapide et que nous n'avons pas, compte tenu du fait que de surcroît ces propos n'ont pas été tenus à l'antenne, donc ne rentrent pas dans notre compétence, pas d'autres conséquences à en tirer. Concernant le champ de compétences, M. Cohen et M. Legrand sont des visages et des voix de l'audiovisuel public qui tiennent tribune plusieurs fois par jour sur ces antennes-là. J'ai du mal à comprendre votre réponse qui consisterait à dire que parce que des propos en rupture totale avec les principes de neutralité, d'impartialité, d'honnêteté seraient entendus en dehors des antennes du service public par des personnalités du service public, eh bien, ça ne serait pas de votre ressort. Je pense que je vous ai répondu. Un journaliste, dans cette séquence, exprime un propos qui peut jeter un trouble. Il était associé à une émission régulière sans être un salarié régulier de Radio France, puisque son employeur principal est Libération. Le propos que ces vidéos mettent donnent à connaître a donné lieu à une décision d'antenne de Radio France. On n'a pas trouvé collectivement de raison supplémentaire d'intervenir au-delà de cette décision qui a été prise par Radio France. L'autre journaliste concerné ne dit rien. Et vous ne comprenez pas l'indignation suscitée par une grande majorité de Français quant à ces propos qui peuvent être tenus de la part de personnes qui sont rémunérées par leur argent, par l'impôt du contribuable et qui ont cette exigence de neutralité et d'impartialité. Vous ne partagez pas cette indignation-là ?
il y a un émoi manifeste. Il faudrait, je dirais, être sourd ou aveugle pour ne pas voir cet émoi. Ensuite, il faut essayer de comprendre ce dont il est question. Il y a l'émoi suscité par une rencontre entre des journalistes et des personnalités politiques. Là, c'est mon avis personnel. Et ça, peut-être que les citoyens ne comprennent pas en général que des rencontres ou des échanges peuvent avoir lieu entre des citoyens, entre des journalistes et des personnalités politiques, alors que l'on sait que cela fait partie de part et d'autre du métier, je dirais, de journaliste ou de politique. Mais c'est un premier aspect de la question. Le second aspect, c'est que même si un émoi existe, et encore une fois, cet émoi, nous considérons utile d'y répondre ou d'y apporter des réponses à travers une approche plus structurelle, organisée sur c'est quoi l'impartialité sur le service public, quels sont les gages en termes de méthode, d'organisation que le service public peut donner, quelle transparence supplémentaire il peut donner sur sa façon de travailler, éventuellement quelle ouverture à la critique, à la contestation pour améliorer son fonctionnement ou la perception qu'ont les citoyens de son fonctionnement. Ça, je pense que c'est la façon d'utiliser positivement l'émoi qu'a suscité cette séquence. Mais encore une fois, si vous me demandez, vous me dites les propos des journalistes, je considère qu'il y a un journaliste qui a tenu un propos qui pouvait, c'est celui que vous avez cité, jeter un trouble. Il a donné lieu à une décision relative à l'antenne. L'autre n'a pas tenu de tels propos. Et je ne vois pas pourquoi je partagerais une indignation sur des propos qui n'ont pas été tenus. Dernière question sur le sujet. Si demain vous entendiez par exemple Madame Anne-Elisabeth Lemoine, dans le même contexte, affirmer qu'elle fera tout pour faire élire Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella, est-ce que vous saisiriez de ce sujet pour notamment réclamer à minima une amende ou en tout cas une démission de cette personne-là? Nous ne nous prononcerons, comme je vous l'ai indiqué, que sur saisine. Donc il m'est difficile de faire des hypothèses sur un cas de figure qui ne s'est pas présenté. Donc si un cas de figure se présente, nous verrons quels enseignements nous sommes conduits à en tirer. Toute dernière question sur ce sujet de la neutralité. Le 14 septembre 2015, quelques semaines avant l'effroyable attentat du Bataclan, France Inter titrait un article « Réfugiés de point, le fantasme de l'infiltration terroriste », assurant que l'infiltration de djihadistes dans les flux migratoires syriens n'était, je cite, qu'un fantasme, un chiffon rouge agité par l'extrême droite. Depuis, vous le savez, l'enquête a démontré que Abdelhamid Abaoud et ses complices se sont bien infiltrés parmi ces filières-là. Le titre a discrètement été changé, mais l'article est toujours en ligne. Comment expliquez-vous qu'une fake news de cette sorte ait pu être commise sur un média de l'audiovisuel public ? Je ne suis pas au courant, je n'étais pas informé de ce dont vous faites mention. Je m'en enquérerai évidemment, je ne sais pas dans quelle temporalité elle s'inscrit pour voir si cela doit appeler une réaction de notre part, mais pour le moment je n'en étais pas informé, donc je ne peux pas vous dire autre chose. De manière générale, il y a régulièrement des erreurs, peut-être des errements ou des manquements. Dans ces cas-là, nous, quand nous en sommes saisis, nous les relevons, nous les communiquons, nous invitons les éditeurs privés comme publics à y remédier ou à ne pas les renouveler. Une série de manquements ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème structurel. Le fait qu'il puisse y avoir un problème structurel, c'est autre chose et il faut se préparer à y répondre. Sans doute y a-t-il des attentes supplémentaires aujourd'hui, mais en l'occurrence, je ne connaissais pas le cas en particulier que vous mentionnez. Je vais laisser la parole au rapporteur pour quelques dernières questions et je vous propose d'ouvrir ensuite les questions aux collègues dans l'ordre des différents groupes politiques. 2 minutes par groupe politique, puis ensuite je prendrai des questions individuelles. J'aurais voulu aborder un troisième thème. Votre responsabilité, c'est notamment de nommer la personne à la tête de France Télévisions. J'aurais 2 questions pour vous. La première question, c'est M. Schrammeck qui est à votre place il y a quelques mois. Votre prédécesseur, ancien président du CSA, a avoué avoir subi des pressions de l'ancien président de la République, François Hollande, pour favoriser la candidature de Mme Ernotte. Monsieur Hollande, je le rappelle, mais lors notamment du débat face à Nicolas Sarkozy, avait affirmé que lui, président de la République, ne se mêlerait pas à ce processus de désignation, ce qui a d'ailleurs valu une loi qui a renforcé le rôle de l'Arcom. Condamnez-vous ces pressions avouées
par votre prédécesseur sur la désignation de la présidence de France Télévisions? Si mon souvenir est bon, mais peut-être mon prédécesseur, antéprédécesseur pourra le préciser, il a juste évoqué le fait que deux noms lui avaient été déconseillés. C'est, je crois, en ces termes-là que cela avait été formulé. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas apporté d'appréciation. C'est ce que j'ai compris des propos auxquels j'ai assisté lors de l'audition publique en question. Pour le reste, donc, c'est pas exactement la façon dont vous l'avez relaté. Pour le reste, en tout cas, moi, je n'ai pas d'opinion à formuler sur cette question-là. Je n'ai reçu moi-même aucune forme d'indication, invitation d'aucune sorte. Nous auditionnerons Olivier Schrammeck et monsieur le rapporteur, vous pourrez l'interroger sur ce point. Sur les conditions de reconduction de Madame Ernotte, dont vous avez été l'artisan, je retiens, mais vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas, que vous avez fixé 3 axes pour sa reconduction. La singularité et l'exigence d'impartialité du service public, on vient d'en parler, même brièvement, la capacité à assurer la soutenabilité financière de l'entreprise, le développement des coopérations avec les autres sociétés nationales de programme. Quand on lit le dernier rapport de l'Inspection générale des finances, quand on lit le dernier rapport de la Cour des comptes, et j'aimerais savoir si vous avez d'ailleurs eu connaissance des conclusions, en tout cas du pré-rapport de la Cour des comptes, on s'aperçoit qu'on est dans une situation de quasi-faillite chez France Télévisions, dans une situation de quasi-dissolution, selon les termes du Code de commerce, où les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, où la trésorerie est quasiment nulle, où on a près de 200 millions d'euros cumulés de déficit sur les dernières années. Moi, comme simple citoyen, j'aimerais comprendre, à l'aune de ce rapport accablant sur le plan financier, quel a été le rationnel qui vous a conduit à renouveler Madame Ernotte, notamment sur ce deuxième principe de capacité à assurer la soutenabilité financière de l'entreprise. Alors pour répondre ou réagir à certains éléments de votre intervention, nous n'avons pas eu connaissance du rapport, même provisoire, de la Cour des comptes avant la décision de nomination de Delphine Ernotte au mois de mai dernier, puisque la décision est intervenue mi-mai et le rapport, le relevé provisoire nous a été communiqué comme aux autres destinataires à la fin de ce mois de mai. Donc nous n'avons pas connaissance avant, même si d'ailleurs une partie des conclusions provisoires et confirmées ensuite de ce rapport rejoignent les constats que l'ARCOM avait fait dans son bilan quadriennal, y compris celui de la situation financière qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, résulte de différents éléments. Il y a eu notamment l'abandon du projet Salto qui repose pour une large part sur la décision de TF1 qui en était partenaire de l'abandonner. Pour le reste, effectivement, la situation financière de France Télévisions était préoccupante dès avant la décision que nous avons prise. Elle était liée, pour une bonne part, nous l'avons indiqué, à l'impossibilité de respecter une trajectoire financière de soutien public telle qu'elle avait été esquissée un an et demi auparavant, ce qui s'est traduit par des dizaines de millions d'euros en moins. Nous avons, dans notre décision de nomination, invité d'ailleurs les pouvoirs publics à clarifier le cadre juridique, puisqu'il y a le débat qui avait lieu au même moment sur la holding, et à clarifier la trajectoire financière, compte tenu de la nécessité d'être bien clair sur le cadre dans lequel on demande un redressement de cette situation financière. Mais pour répondre plus précisément à votre question, les budgets, les comptes successifs qui ont abouti à cette dégradation financière jusqu'en 2024 ou 2025, ce sont des comptes ou des budgets qui ont été votés par le conseil d'administration de France Télévisions. Ce n'a pas été une perte qui a été révélée a posteriori. C'est quelque chose qui était inscrit dans les budgets successivement approuvés. Ensuite, cela conduit comptablement à ce que vous avez indiqué, à savoir
une situation dans laquelle les capitaux propres peuvent être inférieurs à la moitié des capitales sociales, ce qui peut créer une situation de dissolution. Ça c'est une question qui se pose à l'actionnaire. Mais autant la situation est préoccupante, elle est légitimement préoccupante, que ce soit la trésorerie et la situation comptable, autant le fait que ce soit quelque chose qui était révélé tout récemment à la faveur du rapport de la Cour des comptes me semble moins certain, puisque finalement c'était inscrit dans les budgets successivement approuvés. Une dernière question du rapporteur et on ouvre ensuite la discussion aux collègues. Monsieur le Président, à vous entendre, vous nous avouez donc devant la représentation nationale que vous aviez conscience, avant même les conclusions du rapport, de la situation de déficit abyssal de France Télévisions. Ça, c'est déjà un premier point de réponse. Dans ce cas, sur ce deuxième objectif de stabilité financière, j'ai du mal à voir de capacité à assurer la soutenabilité financière de l'entreprise. J'ai du mal à comprendre comment ce deuxième objectif sur les trois principaux que vous avez fondés justifie une reconduction de Madame Ernotte. Je me permets juste, Monsieur le Président, de rappeler au rapporteur, il le sait, mais que l'Assemblée nationale vote les crédits dédiés à l'audiovisuel public, que l'Assemblée nationale, par exemple, les années précédentes, s'était engagée à voter des crédits supplémentaires, ce qui n'a pas été fait. Je ne dis pas ici, parce que je suis un président impartial, qu'il fallait le faire ou pas le faire, mais en tout cas, il y avait eu une décision de l'Assemblée qui avait été de donner de la visibilité sur les crédits de l'audiovisuel public et que la trajectoire qui avait été définie n'a pas été tenue. Je voulais apporter cette précision. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement ce à quoi je me référais. Une bonne partie des dépenses, que ce soit les dépenses de personnel, les dépenses d'investissement dans des films, dans du cinéma, de l'audiovisuel, sont des dépenses qui se prennent et qui se matérialisent dans les 2-3 années qui suivent. Donc il y a un délai. Donc si vous avez une perspective financière donnée et qu'elle se renverse de manière assez rapide, il y a un délai d'adaptation. C'est ce à quoi je faisais référence. Que la situation financière soit dégradée ou inquiétante et préoccupante dès la fin 2024, début 2025, c'était très clair. Que ce soit imputable à la gestion de la présidente sortante qui a été renouvelée, ça l'est beaucoup moins. Ce n'est pas le constat que nous avons fait. Nous avons plutôt appelé à une clarification. Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, le cas échéant, si la représentation nationale le considère souhaitable, il peut y avoir une reconsidération du périmètre. Ce qui compte, c'est l'adéquation entre les ressources et l'ambition qu'on assigne et le fait de pouvoir inscrire cette adéquation dans la durée pour qu'on ait de la cohérence. Toute dernière question sur ce point. Vous semblez exonérer totalement la direction de France Télévisions de cette trajectoire inquiétante de déficit. Pourtant, dans les rapports qu'on peut lire, on voit qu'il y a une absence totale de maîtrise des dépenses, qui n'est pas due d'ailleurs au concours de l'État. Quand on voit les erreurs stratégiques qui ont été commises, vous en avez parlé de Salto qui a coûté des dizaines de millions d'euros aux contribuables, quand on voit l'erreur stratégique aussi de France TV Slash, dont on ignore aujourd'hui le coût, mais la direction de France Télévisions reconnaît que c'est un échec puisque ça n'a jamais trouvé son public chez les jeunes, au-delà en plus d'être une machine idéologique. Quand on voit l'échec aussi de France Info TV, qui peine à trouver son audience avec près de 1% de part de marché, avec des chiffres qui sont probablement loin du coût effectif du fait de l'absence de vraie comptabilité analytique que vous avez pourtant réclamée. Quand je dis vous, c'est l'ARCOM, mais avait réclamé auprès de Madame Ernotte en 2015, puis en 2020, puis en 2025, la mise en place d'une comptabilité analytique qui n'a jamais vu le jour et qui nous empêche de connaître aujourd'hui exactement les coûts de ces programmes. Quand on voit enfin l'absence de perspective d'optimisation sur la réforme des France 3 régions, des France Bleu, où on peine à voir les pistes d'optimisation, autant de critères que je vous donne, autant de pistes de projets qui ont été la responsabilité de la direction de France Télévisions, j'ai l'impression que c'est difficile d'exonérer la direction de France Télévisions de ce déficit abyssal. Merci. Nous nous sommes prononcés en mai au terme d'une procédure d'appel à candidature ouverte en fonction des candidatures reçues. Et effectivement, s'agissant de la candidate sortante, à partir d'un bilan, vous m'avez interrogé sur la responsabilité, sur la situation financière. La réponse que je vous fais, c'est que la responsabilité globale de la situation financière peut difficilement être attribuée à la seule
direction, au président de France Télévisions, il y a eu des décisions collectivement prises avec sa gouvernance et son CA, et certaines qui relèvent aussi de l'évolution de la trajectoire financière, qu'ensuite il y ait des échecs collectifs sur Salto, des échecs partiels ou des motifs d'insatisfaction comme la place qu'occupe France Info TV dans le paysage audiovisuel. Nous l'avons nous-mêmes indiqué dans notre décision motivée de nomination. Donc il y a des points qui demandent une amélioration. Ça n'a pas empêché le collège de considérer que cette décision de nomination, compte tenu du bilan, compte tenu des auditions auxquelles il a pu procéder dans le cadre de la procédure d'appel à candidature, justifiait cette décision de nomination. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'ai commencé par vous interroger sur l'assignation en justice de France Télévisions et Radio France vis-à-vis des médias du groupe Bolloré. Est-ce que vous regrettez cette judiciarisation des questions d'audiovisuel ? Et puisque c'est des éditeurs que vous régulez, à la fois les acteurs publics de l'audiovisuel et les acteurs privés, quel rôle doit jouer l'Arcom? Est-ce que vous auriez pu engager une procédure? On voit que Complément d'enquête va demain diffuser un reportage sur CNews, que par ailleurs France Télévisions et Radio France accusent les médias du groupe Bolloré de dénigrement. Est-ce qu'on laisse la justice faire son travail, ou est-ce que vous considérez que l'Arcom a un rôle particulier puisque ce sont des éditeurs que vous régulez? Et ensuite, je donne la parole aux collègues, à commencer par le Rassemblement national, Philippe Ballard, 2 minutes par groupe, et vous répondrez, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, à toutes les questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur cette action en dénigrement, elle est très clairement en dehors du champ de compétences de l'Arcom. Le fait qu'une société décide d'une action en justice pour défendre ses droits, ce qu'elle considère être ses droits, c'est la décision de sa direction, à voir avec sa gouvernance, son CA, son actionnaire éventuellement. Ensuite, elle le fait sous sa responsabilité. Si cette décision est quelque part suivie par la justice, ça voudrait dire qu'elle était fondée. Et si ce n'est pas le cas, elle n'aura pas été fondée. Et je dirais à ce moment-là, la question du bon usage des fonds publics ou des données publiques pourrait être posée, mais finalement, elle ne relève pas de l'Arcom, qui n'a pas non plus de compétences en termes de règlement de différends entre les éditeurs, comme nous pouvons en avoir une s'agissant des différends entre distributeurs et éditeurs. Donc si par exemple une chaîne a un différend avec un fournisseur d'accès à Internet, là nous pouvons intervenir pour régler un différend. Ce n'est pas le cas dans un conflit. À vrai dire, les conflits éditoriaux, on va dire, entre éditeurs ne sont pas prévus par la loi. Moi, ce que je pense souhaitable, c'est que les antennes, quelles qu'elles soient, ne soient pas utilisées pour quelque part régler des comptes entre éditeurs. Ça, c'est le point principal. La question de l'action en justice, elle doit être traitée par ailleurs. Je pense que par ailleurs, comme l'a d'ailleurs dit la ministre, que la question de l'impartialité elle-même qui motive cette commission qui nous réunit, elle n'a pas vocation à être traitée judiciairement, c'est clair aussi, mais je pense que c'est l'objet de la mission confiée à Bruno Lasserre et aussi de vos travaux que de réfléchir à l'impartialité. Voilà. Et pour le reste, je pense que, évidemment, il y a une liberté de programmation, il y a une liberté de communication. Donc, c'est aux éditeurs sous leur responsabilité de savoir ce qu'ils font de leurs antennes. C'est vrai qu'on souhaiterait... On pourrait penser que l'objet de l'attribution de fréquences à des éditeurs, ce n'est pas le règlement de compte. Merci de votre réponse, Monsieur Ballard, pour 2 minutes pour le Rassemblement national. Merci, Président. Je crois qu'on doit déclarer si on a eu des activités dans le champ de compétences de la commission d'enquête. Oui, vous pouvez le faire, si vous le souhaitez. Je sais que c'était le cas dans la commission d'enquête sur l'attribution des chaînes de la TNT. Donc, oui, j'étais 40 ans journaliste, donc quasiment 8 ans dans des chaînes du service public. Voilà pour la précision. Alors, Monsieur Hajdari, lors de votre audition dans cette même salle, d'ailleurs, c'était le 8 octobre dernier, devant notre commission, vous avez déclaré ce que vous venez de nous dire. D'ailleurs, ça montre une constance. C'est une qualité d'ailleurs. Donc, je vais vous paraphraser. Vous aviez déclaré: on n'a pas prétendu que le service public est à être neutre. La loi, d'ailleurs, ne le prévoit pas. Elle prévoit, en revanche, une impartialité qui se distingue du pluralisme. Alors, dans ces conditions, quelles sont vos marges d'appréciation concrètes pour mesurer, par exemple, un déséquilibre manifeste et durable? Quelles données ou indicateurs vous demandez aux éditeurs publics pour faire ce diagnostic? Alors, pour vous permettre de répondre, moi, je vais vous citer très rapidement 3 exemples extrêmement concrets, factuels. On en avait même parlé tous les deux lors d'une réunion. Exemple numéro 1, en pleine campagne des élections législatives, Madame Charline Vanhoenacker a fait une émission entière sur France Inter contre ce qu'elle avait appelé l'extrême droite qui, selon elle, s'apprêtait à démanteler le pays. Émission en public. Exemple numéro 2, Sonia
Kronlund, productrice de programmes sur Radio France, a affirmé, je cite, que son cahier des charges dans mon émission quotidienne est de lutter contre l'extrême droite, fin de citation. Sans oublier, exemple numéro 3, le dérapage sur le plateau de C'est dans l'air, où plusieurs intervenants ont comparé Jordan Bardella à Adolf Hitler sans aucune intervention de la présentatrice. Donc vous rappelez que les éditeurs sont libres d'avoir une ligne éditoriale, mais qu'ils doivent respecter ce qui inclut la variété des thèmes, la diversité des intervenants et l'équilibre des commentaires. Donc ma question, elle est très simple. Comment faites-vous la part des choses? Quels critères permettent de juger de la neutralité, alors je sais que c'est un terme que vous réfutez en ce qui concerne le service public, et du pluralisme des médias publics. Je vais prendre, Monsieur le Président, les questions à la suite parce qu'elles peuvent se recouper, alors peut-être pas entre le Rassemblement national et la France insoumise, mais en tout cas, vous répondrez à la fin à toutes les questions. Je vous laisse la parole d'abord à Ensemble pour la République, puis à la France insoumise. Pardon. Madame Yadan, vous voulez vous exprimer au nom d'Ensemble pour la République? Oui, merci Monsieur Monsieur Saint-Toul ensuite pour la France insoumise. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos explications. Je souhaite attirer votre attention sur la chaîne AJ+, qui a été créée en 2014. Cette chaîne, c'est une chaîne d'information conçue spécifiquement pour les réseaux sociaux et appartenant exclusivement à la famille royale du Qatar via le groupe Al Jazeera Media Network. Al Jazeera, au travers de sa chaîne, atteint ainsi un jeune public via une stratégie d'influence en plusieurs langues qui touche plus de 50 millions d'abonnés. Il se trouve que l'ensemble des publications d'AJ+, sous couvert de progressisme, vise à accentuer les lignes de fracture au sein de la société française, à instrumentaliser ses principes fondamentaux par une propagande orientée et idéologiquement marquée, proche des frères musulmans. La chaîne AJ+, a par exemple soutenu le mouvement terroriste des Houthis en les qualifiant de Robin des Bois ou repris des poncifs antisémites du Moyen-Âge. Avez-vous envisagé, Monsieur le Président, notamment suite à la saisine de l'association Action Avocats en date du 5 avril 2024 et dans le cadre de votre mission de lutte contre la manipulation de l'information et la haine en ligne, de faire cesser ou de suspendre la diffusion des propos haineux ou séparatistes de cette chaîne, voire son interdiction, à l'instar de ce qu'il s'est passé pour la chaîne Russia Today, dont l'activité a été suspendue suite à une décision du Conseil de l'Union européenne. Je vous remercie. Madame la députée, merci. Je ne remets pas en cause la légitimité ni la pertinence de votre question, mais je rappelle aux collègues députés que cette commission d'enquête porte sur le champ et le périmètre de l'audiovisuel public. Donc, je laisserai le choix au président d'y répondre ou non, mais pour l'avenir, essayons de nous concentrer sur le périmètre de cette commission d'enquête qui est déjà bien large. Monsieur Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'ARCOM. J'ai pour ma part 3 brèves questions. Il a été question des budgets et de la situation financière de France Télévisions. Alors, moi, j'aimerais savoir si l'ARCOM dispose des chiffres concernant la répartition des programmes produits en interne et des programmes qui sont sous-traités et les données financières afférentes à cette répartition. Est-ce que les uns sont beaucoup plus chers, l'autre beaucoup moins chers, etc. Et je pense que sur ce sujet, il serait utile que vous nous communiquiez par écrit, en réalité, des éléments afin que nous puissions nous faire une opinion. J'aimerais aussi saluer l'organisation le 13 novembre par l'ARCOM d'une journée d'études qui était passionnante et notamment la présentation qui portait sur la diversité comme mission de France Télévisions et dont les chercheurs qui présentaient le résultat de leurs travaux indiquaient assez nettement qu'en réalité, malheureusement, sur France Télévisions, pas plus qu'ailleurs, en réalité, sur le reste de l'audiovisuel et public et privé, il restait encore beaucoup à faire pour que la société soit représentée telle qu'elle est réellement et non telle que certains la fantasment. Quelles incitations prenez-vous pour que ce genre de choses soit corrigé? Et puis une dernière question concernant un documentaire qui a été diffusé sur la France 5 au mois de juillet dernier sur Madame Oudéa Castéra. Il a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Antoine Beneteau, qui travaille avec une société de production. Sa société de production, je crois, qui s'appelle Baseline Production, et qui est en réalité un prestataire très important, ou qui a pour client très important la Fédération française de tennis, dont Madame Oudéa Castéra a été secrétaire générale à des conditions financières bien connues désormais, très avantageuses. J'aimerais savoir si l'ARCOM considère qu'il y a un manquement du point de vue de l'indépendance à confier la réalisation d'un tel documentaire totalement panégyrique à quelqu'un qui a en réalité été l'employeur de monsieur Antoine Beneteau et de cette société de production.
Merci. Merci, Monsieur Saint-Toul. Je ne vois pas de représentant du groupe socialiste et apparenté. La parole à droite républicaine. Est-ce que Monsieur Ceccoli voulait vous exprimer? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. La loi du 30 septembre 86, en son article 13, impose au service public audiovisuel des obligations strictes. L'honnêteté de l'information, l'indépendance, le pluralisme et la rigueur dans la vérification des faits. L'article 3.1 confie à votre autorité la mission de veiller à ce que ces exigences soient effectivement respectées. Alors, je voudrais vous parler des questions agricoles et environnementales, où plusieurs séquences sur les antennes publiques ont suscité des interrogations légitimes. Je pense bien sûr au reportage consacré aux produits phytosanitaires, parfois présentés selon un cadrage très alarmiste, sans toujours restituer les conclusions nuancées de l'ANSES, de l'EFSA, des INRAE ou même des académies scientifiques. Un second exemple tout aussi éclairant concerne la médiatisation d'associations aux méthodes parfois contestables, comme les soulèvements de la Terre, dont l'ARCOM elle-même a été saisie à propos d'une émission de Radio France. Votre autorité a d'ailleurs indiqué avoir fait part à la station de l'émoi, je vous cite, suscité chez les auditeurs, après la présentation longuement développée de leurs actions. Le service public, parce qu'il a un statut particulier, une autorité particulière, ne peut pas placer sur un même plan un discours militant ou une action menée hors du cadre légal et bien évidemment les connaissances issues de la littérature scientifique ou des institutions compétentes. Ce devoir de hiérarchisation, d'équilibre et de prudence est au cœur de sa mission. Et ces manquements éventuels ont des conséquences très concrètes. Ils nourrissent un climat de suspicion, notamment envers le monde agricole, qui doivent déjà composer avec des normes parmi les plus strictes au monde. Alors ma question, Monsieur le Président, comment l'ARCOM s'assure-t-elle que le service public applique pleinement ses obligations légales de rigueur, de pluralisme et de vérification scientifique, tant sur les questions agricoles que sur la mise en lumière d'acteurs militants aux méthodes contestées, afin de garantir que le débat démocratique ne soit pas orienté par des récits parfois partisans, voire fallacieux, et souvent présentés comme des faits établis. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Je note, non avec peu d'étonnement, l'impartialité des questions du rapporteur pour cette commission d'enquête qui se révèle être davantage une commission d'enquête contre l'audiovisuel public que sur l'audiovisuel public, et peut-être même là, dans ces quelques minutes qui ont commencé, contre l'ARCOM. Alors, ma question ne sera pas impartiale non plus, parce que comment être impartial? Nous sommes tous issus de partis et chargés de représenter leurs idées. En tout cas, je voudrais m'intéresser au crédit, au budget accordé à l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président de l'ARCOM, qu'avec quasiment une subvention équivalente en termes d'euros non constants, c'est-à-dire entre 2008 et 2025, à peu près en dessous de 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public avec une inflation de 30%, est-ce que vous pensez que l'audiovisuel public peut continuer à remplir les missions de service public qui lui sont confiées et que vous avez rappelées, notamment le soutien à la production audiovisuelle française, l'exception culturelle qu'elle on est tous et toutes très attachés, la production d'une information de qualité, la garantie de la représentativité de tous les territoires. Comment pourrait-on imaginer un fonctionnement qui permettrait de garantir au service public de l'audiovisuel d'avoir les moyens de ses missions? Aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu un rapport, mais elle ne fait pas ce travail puisqu'elle a une vision purement comptable. Elle ne met pas en regard ce qu'il faut pour remplir ses missions. L'ARCOM n'est pas en charge réellement de le faire non plus. Et nous sommes dans une situation où on voit bien qu'il y a un fossé qui se creuse peu à peu entre les moyens alloués et les missions de service public qui, elles, ne bougent pas. Donc aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question. Comment pourrions-nous renforcer nos moyens pour permettre à l'audiovisuel public d'avoir la garantie, d'avoir une adéquation entre ses missions et ses moyens? Merci, Madame la députée. Est-ce que pour le groupe Horizon Indépendant, Mme Bellamy voulait prendre la parole? Monsieur, pardon, excusez-moi, Monsieur Balladan, pour le groupe démocrate, excusez-moi. Monsieur le Président, avant de poser ma question et à ce stade de commencement de cette commission d'enquête, je voulais juste rappeler quand même que dans notre pays, les fonctionnaires ainsi que les membres nommés des hautes autorités administratives répondent à un certain nombre de critères et des critères qui sont
rigoureux et profondément contrôlé. Donc, quand on commence à attaquer les fonctionnaires d'un pays sur leurs supposés manquements, alors qu'ils ont eux-mêmes été contrôlés par une haute autorité, par un certain nombre de principes, je le dis, on commence à attaquer l'autorité et l'état de droit de notre pays. Une fois ceci étant dit, moi je voulais poser une question qui est une question... une double question. Une question d'abord sur la différence entre la neutralité et l'impartialité. Pour moi, l'impartialité consiste à juger ou à agir de manière juste en évaluant chaque partie de façon équitable, sans favoritisme. La neutralité consiste à ne pas prendre position, à ne favoriser aucun parti et donc à ne pas exprimer une opinion personnelle. Donc, dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre des lois de 1881 et des lois Toubon, comment merci ma chère collègue, concilier ces deux points. Et le point plus technique, vous avez un impératif et dans votre mission, vous devez contrôler les temps d'antenne des différents partis politiques et des différentes personnalités maintenant depuis les récents arrêts du Conseil d'État. Et la question est simple, comment vous faites, comment ça fonctionne pour faire ce calcul ? Alors, pour le groupe Horizon Indépendant, je n'ai pas de prise de parole. Merci, Monsieur Balanant. Pour le groupe Lyot, je crois que je n'ai pas de représentant. Pour la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Morel. Laisse la parole, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai 3 petites questions, en précisant d'abord que ce n'est pas une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'Arcom. Donc, ça va mieux en le disant. J'ai 3 questions très précises. La première, c'est... quelle est la nature des signalements instruits par l'Arcom et qui font l'objet d'une décision de sa part? C'est-à-dire, concrètement, comment les signalements sont-ils instruits? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. La deuxième question sur le pluralisme, je rejoins mon collègue du MoDem à l'instant. C'est pas facile, en fait. Comment on fait pour décompter? Parce qu'il n'y a pas que les invités politiques. Si j'ai bien compris, il y a les éditorialistes, les intervenants. Parfois, c'est pas si simple. Puis, en fonction de sa sensibilité politique, on a l'impression qu'un tel est plus de tel côté, mais en fait, c'est difficile à prouver. Donc ça, j'avoue que j'ai du mal à voir. Troisième question sur le budget, puisque ça fait partie de la commission d'enquête. Est-ce que vous êtes en mesure de rappeler le rôle de l'audiovisuel public dans la production audiovisuelle française, c'est-à-dire avec beaucoup d'emplois, avec un impact économique très important. Donc ça, c'est ma troisième question. La quatrième question n'en est pas une, mais c'était une remarque à l'intention du rapporteur. Il évoque des propos navrants qui ont été tenus par tel ou tel humoriste. Je rappelle qu'il n'y a pas que les sanctions de l'Arcom, il y a la justice. Et en l'occurrence, les propos auxquels vous avez fait allusion, il devra rendre des comptes devant la justice en vertu, parce qu'il a été attaqué, à mon avis à juste titre, et ça va passer bientôt. Donc il ne faut pas faire croire qu'il n'y a que l'Arcom qui serait là pour sanctionner ou non des propos navrants. Et quant au pluralisme, dernière chose, je vois bien qu'on se pose la question dans l'audiovisuel public, mais on pourrait largement se poser la question dans l'audiovisuel privé, compte tenu qu'ils sont eux aussi contrôlés par des gens qui ont un agenda politique et pas seulement des intérêts économiques. Merci pour votre intervention. Madame Bess. Merci, Monsieur le Président. Ma question, elle a déjà été un peu évoquée, mais je la pose quand même. Monsieur le Directeur, j'aimerais aborder la question des critères de classement des intervenants dans l'audiovisuel. Comment les définissez-vous et sur quels critères reposent vos délibérations? En quoi sont-elles neutres et objectives? Je vous pose ces questions car en juillet dernier, ça a été évoqué tout à l'heure, Thomas Legrand, éditorialiste sur France Inter, a déclaré « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi ». 2 cadres du Parti socialiste et Patrick Cohen, éditorialiste sur France 5, prenaient part à la conversation. Donc des propos, on l'a dit tout à l'heure, tout sauf neutre. Et à côté de cela, au nom du pluralisme, l'Arcom classe, je cite, en personnalité politique des intervenants qui ne sont pas pour autant affiliés à aucun parti et n'exercent aucun mandat. Or, si 2 intervenants possèdent des compétences comparables, un programmateur peut privilégier, pour ne pas dépasser un temps de parole, celui qui n'est pas classé politiquement. Celui-ci ou ceci, nous pose la question légitime de l'effacement dans l'espace médiatique. Alors, au nom du pluralisme, pourquoi l'Arcom ne ferait-elle pas le même travail pour les éditorialistes? N'y a-t-il pas là un traitement à 2 poids 2 mesures?
Merci Madame la députée. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, chers collègues, pour pas non plus que l'audition se prolonge trop longuement, je vous propose que vous puissiez répondre à ces différentes questions. Il y aura ensuite Monsieur le rapporteur qui a des questions complémentaires et j'ai des collègues députés qui ont des questions individuelles. Donc ce que je vous propose, c'est des réponses assez courtes, même si j'en conviens, le défi est important. Je prends ensuite les questions individuelles et celles de Monsieur le rapporteur en même temps et ensuite on conclura. Monsieur le Président. Merci. Répondre brièvement. Certaines questions sont complexes. Ce que je veux à nouveau redire, c'est que je veillerai à répondre par écrit ou à celles des questions auxquelles il n'aura pas été répondu précisément oralement. Je veillerai à ce que les auteurs de ces questions puissent avoir une réponse complémentaire, si elle n'est pas suffisante à l'oral. Monsieur Ballard, sur les trois cas que vous avez cités, celui qui porte sur France 5, je cite l'effet Van Papen, hein, pour reprendre, je crois, la désignation générique de cette séquence, elle est en cours d'instruction, donc je ne peux pas répondre dessus tant que le collège ne s'est pas prononcé. Les deux autres cas de figure, je n'ai pas pour le coup l'historique, mais je vais regarder ce qu'il en est. Je voudrais là aussi redire ce qui a été dit par un de vos collègues, que dans les cas qui pourraient s'apparenter à la diffamation, on renvoie aussi généralement au juge judiciaire parce que lui a la compétence pour apprécier, construire le raisonnement qui conduit à la diffamation, ce que nous ne faisons pas à l'Arcom. Mais on va quand même regarder pour les deux cas que vous avez cités. Sur la situation de AJ+, je n'avais pas connaissance de cette chaîne. On va regarder, elle est évidemment en dehors du champ du service public. Elle n'est d'ailleurs pas diffusée de manière hertzienne ni sous le format câble ou satellitaire, mais je vais regarder puisque je n'en ai pas connaissance aujourd'hui. Sur la question de Monsieur Saint-Toul, sur les chiffres, la production, les coûts de production interne versus externe, ça c'est un débat, mais pour le coup la Cour des comptes dans ses rapports France Télévisions peut vous répondre mieux. Les producteurs extérieurs considèrent que du fait des conventions collectives, les coûts internes sont plus élevés et les salariés de France Télévisions considèrent que les producteurs extérieurs sont plus coûteux. Donc il y a un débat qui n'est pas nouveau, mais que la Cour des comptes ou le débat de gestion interne à France Télévisions doit permettre d'éclairer. Sur la diversité, notre mission, c'est effectivement de suivre comment la diversité de la société dans toutes ses dimensions est reflétée à l'antenne. Nous procédons à des études, nous faisons le cas échéant appel à des travaux de recherche, mais nous avons aussi des études annuelles qui permettent ensuite d'inviter les éditeurs, tous, pas uniquement le service public, mais d'abord le service public parce qu'il a un devoir d'exemplarité. Et généralement, il est plutôt un peu mieux placé que les autres éditeurs, mais à progresser au vu des constats qui, effectivement, sur différents volets de la diversité, ce qu'on peut qualifier de CSP- en catégorie socio-professionnelle. Parfois, les personnes en situation de handicap aussi sont moins représentées. Ce sont des éléments sur lesquels nous sommes conduits à demander des progrès, notamment au service public. Sur la situation, l'émission que vous avez citée avec M. Beneteau, Mme Castéra, je ne connais pas ce dossier, mais nous regarderons s'il appelle des commentaires sur les questions. Pardon ? Sinon, faites un signalement. Absolument. Sur les questions agricoles, environnementales, nous intervenons lorsque nous sommes saisis. Si un intervenant sur un plateau n'a pas présenté sur une question prêtant à controverse les différents points de vue, et nous essayons de faire valoir et prévaloir les faits scientifiquement établis. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, nous appliquons ces principes au cas par cas sur saisine, donc je ne peux pas vous répondre plus généralement par rapport à la situation que vous évoquiez. Madame Polet-Taillant, sur les moyens du service public par rapport à leur mission. En 2024, il y a eu une perspective pluriannuelle qui a été annoncée de 2024 à 2028, qui devait aussi accompagner le rapprochement des sociétés audiovisuelles publiques. Cette trajectoire, à l'époque, je crois qu'elle était perçue comme étant correcte par les sociétés elles-mêmes pour accomplir leur mission. On a depuis, du fait de la situation des finances publiques, un constat de non-soutenabilité de cette trajectoire. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choix. Soit il faut mettre les ressources au niveau des moyens, soit éventuellement diminuer
en partie d'ambition. Et ça, c'est un débat qui est véritablement au cœur de la compétence du Parlement. Et c'est le Parlement qui est le seul à même de trancher cette question. Sur les questions de neutralité et d'impartialité, Monsieur Balanant, je crois que vous avez très bien résumé le débat. La neutralité, comme dans l'ensemble des services publics, c'est le fait de ne pas manifester de préférences politiques et religieuses de manière, je dirais, explicite. L'impartialité, c'est le fait... Alors, c'est précisément ce que nous voulons faire approfondir dans le cadre de la mission confiée à Bruno Lasserre. On voit bien que ça recouvre, pour une part, l'honnêteté, pour une part la rigueur, pour une part le pluralisme, mais ça va encore un peu au-delà, une forme d'irréprochabilité qui soit plus poussée, ce qui n'empêche pas la confrontation de points de vue variés, opposés. Au contraire, je crois que c'est souhaitable, mais c'est d'arriver par la transparence, par les procédures, à faire la preuve qu'on se donne cet objectif d'impartialité qui ne se limite pas à une stricte neutralité de chaque intervenant, sinon on n'est pas dans la télévision ou à la radio, mais on est sur un service public non éditorial. La quantification peut en être une des modalités pour savoir quels sont les invités, comment on assure la diversité d'invités ou le fait qu'ils représentent les différents points de vue. Mais pour répondre à Madame Pess, je crois, on n'est pas en revanche en situation de ficher ou de classifier les intervenants autres que les personnalités politiques. Là, j'en dirai un mot, parce que c'est précisément ce que la délibération qui a fait suite à la décision du Conseil d'État a suscité comme crainte, c'est qu'on allait ficher les personnes ou leur attribuer en tant que personne une opinion politique qui allait quelque part les suivre sur toutes leurs interventions. Ça a été exclu, sauf pour le temps de parole des personnalités politiques. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de donner des gages au public qu'il y a cette impartialité, cet équilibre au travers soit d'une même émission sur l'ensemble de la saison, soit d'une émission à l'autre sur une antenne, soit au sein d'un groupe. Et ce sont des éléments, je pense que la mission de réflexion que nous avons mandatée doit permettre de traiter. Monsieur, alors, sur la technique de comptage des temps de parole... Monsieur le Président, pardon, excusez-moi juste parce que la commission est filmée, il y a des journalistes, des Français qui nous suivent, donc continuez de répondre. Quand il y a des prises de parole hors micro, nos téléspectateurs ne le voient pas, ne l'entendent pas. Donc essayons de respecter ce cadre. Peut-être repréciser la question que vous a posée M. Balanant, ce qui permet à ceux qui nous regardent de comprendre la réponse. Alors, j'allais y venir, en tout cas, si c'est pour le comptage des personnalités politiques, là, ce qui est le pluralisme, je dirais, tel qu'il est mesuré et suivi historiquement depuis des décennies, nous prenons en considération à l'ARCOM, en tant que personnalité politique, les personnalités candidates à une élection, les personnalités élues, les personnalités qui participent activement au débat politique national et qui ont appartenu récemment à un parti politique, qui ont exercé des fonctions, qui éventuellement ne les exercent plus depuis quelques mois, mais continuent à avoir cette dimension de personnalité politique. Et pour ces personnalités-là, qui sont en général, pour la plupart, qu'on peut attribuer à un parti dont elles manifestent, revendiquent l'appartenance. Parfois, elles ne revendiquent l'appartenance à aucun parti. Et dans ces cas-là, nous utilisons des classifications de divers gauche, divers droite, divers centre. Mais on les associe à un courant d'opinion représenté par un parti. Et nous vérifions trimestre après trimestre que les temps d'antenne attribués aux différentes sensibilités, aux différents partis, sont cohérents avec une représentativité estimée à partir de la moyenne des résultats obtenus aux différentes élections. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sont les 4 derniers scrutins de 2022 et 2024, le nombre d'élus nationaux, l'existence de groupes parlementaires, le cas échéant assorti d'une bonification pour les partis qui ont des élus locaux, le tout d'ailleurs en tenant compte également des sondages et de la participation à la vie politique. Donc c'est une alchimie qui est assez complexe, qui permet d'aboutir à des références que nous demandons aux médias de respecter. En général, ils ne contestent d'ailleurs pas ils ne contestent pas la référence auquel nous parvenons, qui est, je dirais, elle n'est pas forcément intuitive, mais elle quelque part dans l'ordre des choses. Et lorsque les temps de parole ne s'inscrivent pas dans ces fourchettes de représentativité, on leur demande de corriger pour la période suivante.
Voilà donc pour les temps forts de cette audition de Martin Hajdari, le président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. Première audition, toute première audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui planche sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, sujet sensible. Il y aura d'autres auditions devant cette commission d'enquête. Une cinquantaine sont au programme et la commission d'enquête poursuivra ses travaux jusqu'à la mi-avril environ. LCP sera bien entendu au rendez-vous. Fin de cet épisode. À bientôt sur LCP.